Aujourd'hui, l'Union européenne fonctionne, comme tu l'as dit, quand il y a l'axe franco-allemand, machin. Mais disons que ça, c'est dans la décision politique globale. Mais sinon, dans le fonctionnement réel de l'Union européenne, si les autres pays ne sont pas d'accord, et si la France et l'Allemagne, ça va, quel sens a l'Union ? Et c'est vrai que l'Union ne peut pas fonctionner sans ces deux pays. Maintenant, l'Union doit apprendre aussi à fonctionner davantage ensemble. Et ça, je pense que c'est un des vrais défis si on veut refaire une nouvelle Union européenne, une nouvelle démocratie européenne. Et finalement, ça va passer par davantage d'inclusion aussi des peuples dans la décision européenne. Et ça, je pense que c'est un des vrais défis qui va s'annoncer pour l'Union européenne. Très rapidement sur le Frexit. Le Frexit est-il possible ? Bon, est-ce que ça a un sens, ça ? Honnêtement. Non, sincèrement, avec Macron maintenant qui veut renforcer l'Europe. Même à l'avenir, après, en 2022 ou à l'avenir, en fait, dans un avenir immédiat, ça n'a aucun sens. Je pense que d'abord, avant d'envisager quoi que ce soit avec l'Union européenne, il faudra au moins avoir concrètement l'idée de vouloir changer quelque chose. Mais dire on s'en va parce que vous nous convenez pas, je trouve que c'est un peu facile et c'est un peu renier 60 ans aussi d'histoire commune. On peut voir que même dans les pays de l'Est, par exemple en Bulgarie ou en Roumanie, il y a pu y avoir des investissements massifs de l'Union européenne. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que les dirigeants locaux, ils sont corrompus. Donc on a beau investir, mais c'est la trappe à liquidité de Keynes, quoi. On jette de l'argent dans un trou. Donc on peut jeter de l'argent jusqu'à ce que le trou se remplisse, mais fondamentalement, ça change pas grand-chose à la situation. Maintenant, à nouveau, comme Benja l'a dit, il y a aujourd'hui une déconnexion entre la croissance et tout simplement le bonheur et le niveau de vie des gens. C'est pas parce que vous avez une croissance forte que votre pays, votre peuple va bien. L'exemple de l'Allemagne est un exemple très parlant. Il suffit d'aller en Allemagne et vous verrez que les Lidl, c'est quelque chose de beaucoup plus courant qu'ici et on a trouvé même des gammes de discount en dessous du Lidl tellement il y a des travailleurs pauvres en Allemagne qui eux ne bénéficient pas de la croissance exponentielle. Revenons aussi par rapport au sujet de l'abstention. Donc Benja a évoqué son avis par rapport à cela. Toi, comment essayer de convaincre un citoyen français ou un citoyen européen plus largement, viens voter pour ton parti, un parti qui représente tes idées, en mai prochain, en mai 2019, pour les prochaines élections et pour aussi le Parlement européen. Maintenant, moi, je serais aussi pour avoir un esprit critique finalement sur cet aspect de la démocratie européenne. Pourquoi ? Alors certes, on va voter pour des gens, même s'il y a plus de participation, on aura peut-être un parlement plus légitime, mais fondamentalement, la structure même parlementaire de l'Union européenne, aujourd'hui, n'est peut-être pas suffisante, et même si on avait une forte participation, on pourrait avoir le même décalage qu'on a en France, c'est-à-dire des députés qui sont élus, mais finalement, une fois qu'ils ont été élus, on a l'impression qu'ils ne connaissent pas leurs électeurs. Et c'est ce qu'on pourrait avoir encore plus l'impression en Europe, étant donné que les députés sont encore plus loin des citoyens. Et au niveau de la communication entre les citoyens et les députés, je pense qu'on a un réel problème. Et ce problème-là se trouve même au niveau national. Donc c'est aussi la responsabilité un peu des médias à travers tout cela. C'est-à-dire qu'ils soutiennent quelque part une certaine souveraineté nationale dans le traitement de l'information. Ça c'est un truc très vrai que tu dis. Et là ça touche à nouveau le problème des grands problèmes de l'Union européenne, c'est la communication. Et alors on a des canaux de communication européens là, par exemple comme Euronews et tout ça. Mais finalement, est-ce que ça touche vraiment les gens ? Ça c'est une bonne question. Pas forcément, je pense. Exactement. Voilà, c'est un peu comme Arte. Tout le monde aime bien cette chaîne, mais personne ne la regarde. Et oui, peut-être le vendredi quand il y a un bon film, d'accord. C'est parti d'une bonne initiative. Mais l'idée de base est très bonne, c'est comme Arte, l'idée de base, collaboration franco-allemande là-dessus, c'est super. Maintenant, dans les faits, qui ça touche toujours les mêmes personnes. Et ça, c'est un des problèmes de l'Union européenne, c'est que la communication européenne touche toujours des gens finalement qui sont déjà intéressés de base par l'Union européenne. Et les autres gens, je dis si on habite dans le fond du Poitou, on sait pas forcément quelle est la différence entre le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, la Commission européenne. Rien que cette différence-là n'est pas explicite. Et moi, je me souviens qu'on a dû avoir un cours entier pour comprendre quelle était la différence entre ces trucs-là. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une volonté d'opacité indirecte de la part de certaines personnes aux institutions qui se disent, comme ça au moins si les citoyens ne comprennent pas, on peut faire un peu ce qu'on veut. De toute façon, voilà, ça c'est un truc même qu'on peut retrouver dans nos institutions nationales. Je veux dire, t'as vu le nombre de Français qui ne connaissent pas les ministres français ?
Alors d'un côté, on peut se dire, bah c'est grave, les Français ne s'intéressent pas à leurs ministres, mais de l'autre côté, on se demande, mais pourquoi ils les connaissent pas? Ben parce que ces gens n'intéressent personne. Et globalement, on se dit de l'Union européenne, bah la même chose. On se dit, bah de toute façon, on comprend rien. Du coup, on s'intéresse pas. Alors dire aux citoyens, informez-vous. Ça, je trouve ça, c'est un peu comme une formule de baguette. C'est facile, quoi. Ouais, voilà, Pour c'est toi, facile. c'est trop facile. C'est exactement, c'est trop facile. Et je pense qu'en fait, c'est la bonne excuse pour dire, ah, de toute façon, voilà, ils se renseignent pas. Regardez, bah de toute façon, on fait ce qu'on veut. Et je pense qu'un parlement de la zone euro serait une vraie avancée au niveau européen. Ouais, mais ça rajouterait encore une strate de plus. Ah oui, mais pour le coup, là, ça serait vraiment utile parce que je veux dire, on voit bien que les gens qui ont l'euro en Europe et ceux qui n'ont pas l'euro n'ont pas le même degré d'implication dans le projet européen, ne serait-ce que par l'interdépendance des banques centrales. Pour revenir sur le problème de la communication, je pense que déjà un effort monumental serait fait si on donnait aux institutions européennes des noms qui sont clairs. Parce que Conseil de l'Europe, Conseil européen, on comprend rien. Et même Commission européenne, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc honnêtement, je pense qu'on devrait déjà éclaircir tout ça. Va-t-on, une question un peu simple, un peu générale, mais va-t-on vers un rééquilibre du niveau de vie? On a parlé tout à l'heure de la différence entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, mais finalement la volonté de l'Europe, ce n'est pas essayer de créer quelque chose d'unique pour pousser sur le point de vue de la mondialisation et être une puissance forte aux yeux des autres pays autour du monde. Bon, j'ai un doute sur cette vision. Hein. Ouais. Honnêtement, là, trop de dépendance envers les États-Unis aussi. Quand on parle de l'OTAN, par ça exemple. c'est clair. Par exemple, sur les sujets de la défense, on a trop de dépendance avec les États-Unis. L'Europe de la défense, ça devrait faire 30 ans que ça devrait exister. Mais on voit déjà que pour collaborer entre deux pays, c'est déjà difficile. Alors ensuite, donc, c'était quoi déjà la première partie de la question? C'était le niveau de vie sur l'ensemble des pays européens, que ça soit dans l'Europe de l'Ouest ou l'Europe de l'Est. Ah, tu te souviens, là, quand ils avaient fait une proposition de salaire unique européen, les Roumains avaient proposé 200 €. Alors aujourd'hui, ils sont peut-être à 300 € par mois, mais enfin bon, c'est pas non plus dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité de l'Union européenne n'est pas d'améliorer le niveau de vie des Européens. Ça, c'est la vision un peu idyllique. Je pense que l'objectif de l'Union européenne, c'est de retrouver un niveau de croissance stable pour peser au niveau mondial. Mais je pense qu'à nouveau, là, on rejoint des choix de société. Ça, c'est des choix même qui sont faits par les États. Est-ce qu'on privilégie les chiffres ou est-ce qu'on privilégie finalement la qualité de vie des gens? Et ça, je pense que c'est pas que l'Union européenne qui est responsable à ce niveau-là. Mais je pense, comme tu l'as dit, que l'élection de Trump, au lieu d'en faire des caisses et de dire regardez comme ils sont méchants, je pense qu'au contraire, ça devrait être une opportunité exceptionnelle qui nous est offerte en tant qu'Européens, de plus avoir le grand frère qui est là, et finalement on pourrait faire un petit peu ce qu'on veut. Parce que c'est un peu ça. Et on a l'impression que finalement les Européens se focalisent sur une critique un peu finalement un peu acerbe,